Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 2 de la saison 9 d'American Horror Story, épisode intitulé Mr. Jingles. Je vous rappelle au cas où que cette vidéo sera pleine de spoilers, de détails, de théories, de suppositions. Donc si vous voulez vous garder le mystère, je vous conseille plutôt de regarder l'épisode avant de venir voir cette vidéo. Pour vous résumer en gros ce qui s'est passé dans cet épisode 2, on suit le docteur Opel qui est donc le médecin en chef de l'hôpital psychiatrique dans lequel était interné Mr. Jingles, qui se rend en direction du camp Redwood pour les prévenir en fait du danger qui les guette. Elle tombe sur Margaret Booth qui la renvoie immédiatement en lui disant qu'elle n'a pas besoin de son aide et qu'elle ne veut plus vivre dans la peur de Mr. Jingles. Et sur le chemin du retour, le docteur Opel tombe fatalement sur Mr. Jingles et se fait assassiner. Pour ce qui est de Xavier, on découvre enfin l'identité de la personne qui le menaçait au téléphone dans le premier épisode. Il s'agit en fait d'un producteur de porno gay qui le fait chanter. Il vient de Los Angeles pour demander à Xavier de rentrer tout de suite en ville pour faire un nouveau film. Celui-ci refuse et le producteur ne tarde pas lui aussi à tomber sur Mr. Jingles et à mourir. On en apprend également plus sur le passé de Brooke qui semble très sombre et très sanglant. On apprend que l'été dernier, elle était censée se marier avec son fiancé Joey, mais que celui-ci, dans un accès de jalousie complètement insensé, a tué son témoin, le père de Brooke, et s'est suicidé devant l'hôtel à l'église le jour de leur mariage. Richard Ramirez, quant à lui, est arrivé au camp Redwood. Il poursuit Brooke qui parvient à lui échapper, puis il croise le chemin du randonneur qu'on avait déjà vu dans le premier épisode, le tue, mais celui-ci revient immédiatement à la vie. Ramirez, troublé, fait la rencontre de Margaret avec qui il se lie d'une étrange amitié et celle-ci ne tarde pas à lui demander de rester au camp pour l'aider à protéger les enfants. Le fameux randonneur fait la rencontre de Margaret et on apprend alors que c'est un des moniteurs de 1970, sauf qu'il n'a pas vieilli et qu'il semble revenir à la vie à chaque fois qu'il meurt depuis. On découvre du coup qu'il pensait être le seul survivant du massacre, il pensait que Margaret était morte. Il a vu les autres se faire assassiner et il a fui le camp mais semble s'être fait renverser par la camionnette de Mr. Jingles en partant. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce deuxième épisode de la saison 9. Beaucoup de nouveaux éléments sont rentrés en compte dans l'histoire et du coup plein de nouvelles théories, de nouvelles suppositions. Ce matin j'ai longuement réfléchi du coup à tout ce que je venais de voir hier soir. J'ai aussi parcouru un petit peu les forums Reddit pour voir si je trouvais d'autres indices en fait par rapport à mes théories. Déjà la première grosse question que je me pose c'est comment Richard Ramirez est arrivé ici. Il vient de Los Angeles, il n'était pas censé savoir où est-ce que Brooke allait se rendre en fait. Et il arrive le même soir que le fameux producteur de porno gay qui fait chanter Xavier. Donc est-ce qu'ils sont liés? Est-ce qu'ils sont arrivés en même temps? Ou est-ce que c'est juste une espèce de pure coïncidence? Mais moi en tout cas après l'épisode 1 j'avais l'impression que Xavier et Ramirez pouvaient être liés. Donc du coup c'est peut-être une piste à exploiter, j'en ai aucune idée. Mais pour le moment je trouve ça assez flou de savoir comment Ramirez est arrivé jusqu'ici. Concernant le fameux randonneur qui ne meurt jamais, ce moniteur des années 70, au premier abord on pourrait croire que c'est un fantôme parce qu'on pense qu'il s'est fait renverser par la camionnette de Mr. Jingles, même lui le pense en fait et c'est pour ça que dans le premier épisode Xavier, Brooke, Montana et les autres le trouvaient sur le bord de la route. Mais je me dis que il est peut-être pas mort, peut-être qu'il est vivant mais qu'il est bloqué dans une espèce de boucle en fait temporelle dans laquelle il devrait trouver en fait la solution à ce massacre qui a eu lieu pour pouvoir en sortir. Beaucoup de questions aussi en ce qui concerne Margaret et son implication en fait dans tout le massacre qu'il y a eu. Parce qu'on voit dans cet épisode là que ça a l'air d'être une grande manipulatrice. Elle arrive à orienter Ramirez dans son sens en lui disant que voilà, tout ce qui lui est arrivé dans son enfance c'était pour le mener là où il en est aujourd'hui. Et elle arrive hyper facilement à le convaincre en fait de rester au camp pour l'aider à protéger les enfants. Et du coup on est en droit de se dire, est-ce qu'elle aurait pas fait la même chose avec Mr. Jingles en fait en 1970? Est-ce qu'elle aurait pas réussi en fait à le convaincre de tuer les autres moniteurs parce qu'on sait qu'elle c'est une fervente chrétienne, qu'elle déteste le sexe hors mariage? Est-ce qu'elle n'aurait pas été complètement agacée en fait par toute cette débauche de moniteurs et du coup elle lui aurait demandé de les tuer pour elle et elle se serait fait passer pour une victime et l'aurait fait passer du coup pour le tueur? Donc c'est peut-être pour ça que Mr. Jingles en fait revient sur le camp pour se venger de Margaret en fait.
Et j'ai lu sur Reddit quelque chose que je n'ai pas pu vérifier pour le moment, donc peut-être que c'est à prendre avec des pincettes. Mais il semblerait que Mr. Jingles coupe toujours l'oreille droite de ses victimes et que c'est l'oreille gauche qui manque à Margaret. Donc est-ce qu'elle se serait coupée elle-même l'oreille pour se faire passer pour une victime de Mr. Jingles? Il y a aussi le fait qu'elle dit dans le premier épisode qu'elle a réussi à s'enfuir en camionnette et que le randonneur ici dit qu'il s'est fait renverser par la camionnette de Mr. Jingles et elle lui demande bien si c'est lui qui l'a vu au volant. Donc peut-être parce que c'était elle qui s'enfuyait en fait en camionnette et en voyant qu'il y restait un autre survivant, elle aurait essayé de le tuer à ce moment-là. Donc voilà, ça c'est les gros mystères de l'épisode, même si je pense évidemment que Margaret est coupable de quelque chose. Et c'est pour ça aussi que je me dis que toute la saison va peut-être pas se passer dans le camp d'été en fait avec ce thème là, parce que ça me semble trop restreint en fait, que ce soit au niveau du champ d'action et au niveau du nombre de personnages, ça me paraît assez restreint en fait pour pouvoir tenir 10 épisodes. Franchement je suis assez perplexe en fait sur ça. Et là je me dis, alors est-ce qu'ils vont partir sur une histoire de fantômes, sachant qu'on a les fantômes existent dans la mythologie d'American Horror Story, parce que dans la saison 1 il y en a une tonne, on voit qu'il y en a beaucoup qui restent coincés dans le manoir dans la saison 1, qui ne changent pas, qui restent un peu bloqués en fait dans les actions qu'ils faisaient à l'époque où ils sont morts. Mais on a aussi ce personnage de Moira dans la saison 1, je vous le rappelle, qui selon à qui elle s'adresse, elle change d'apparence. Soit on la voit jeune, soit on la voit vieille. Donc peut-être qu'on pourrait faire un petit rapprochement avec ce qu'on voit dans la saison 9. Je me demande aussi si ça pourrait pas être une histoire un peu plus de science-fiction entre guillemets et de boucle temporelle en fait, dans laquelle en fait les personnages resteraient coincés. Mais dans ce cas là je me demande pourquoi il y aurait que le randonneur en fait qui serait coincé dans cette boucle là, et pourquoi en fait les autres moniteurs qui sont morts cette nuit là, ben, eux ils pourraient pas revivre sans cesse leur mort par exemple. Mais voilà, le fait que lui puisse mourir et sans cesse revenir à la vie, c'est ce qui me fait dire que c'est peut-être pas un fantôme en fait, qu'il ressuscite parce qu'il est dans une boucle temporelle et en fait il revient toujours au même moment. Et il y a aussi une troisième théorie qui m'est venue en tête, et toujours par rapport à ce fameux randonneur en fait, le fait qu'il repop en fait comme ça, comme un personnage de jeu vidéo. Je me dis qu'on pourrait être dans une espèce de simulation comme dans le film La cabane dans les bois par exemple. En tout cas le randonneur sur le premier épisode, je crois que j'en ai même pas parlé dans la review parce que je sais pas, j'avais l'impression qu'il était vraiment annexe. Et en fait avec ce deuxième épisode je me rends compte que c'est peut-être la clé du mystère. En tout cas je pense que c'est un personnage essentiel à cette saison. Et du coup je suis hyper curieuse en fait de voir l'épisode 3 pour voir ce qui va en être de ce personnage là. Dans l'ensemble j'ai trouvé l'épisode plutôt agréable, j'ai passé un bon moment. Je trouve que le rythme il est bien géré parce que ça maintient en fait le spectateur vraiment au cœur de l'histoire tout au long de l'épisode. Un des seuls gros points négatifs c'est que l'épisode faisait 37 minutes et je trouve que c'est beaucoup trop court. Sachant que le premier épisode faisait 46 minutes et que c'est le temps moyen d'un épisode d'American Horror Story. Là je trouvais que c'était hyper court et quand l'épisode s'est fini je me suis même dit mais il manque un morceau. Et pour moi le gros point négatif de cette saison pour moi pour le moment avec juste 2 épisodes, c'est le personnage de Mr. Jingles parce que il est pas terrifiant. Je trouve qu'il a pas trop de charisme. Alors je pense pas que ce soit dû à l'acteur parce que l'acteur, je vous rappelle que c'est lui qui faisait Twisty le clown dans la saison 4 et je pense qu'on se souvient tous de lui parce qu'il était extrêmement flippant, malsain, dérangeant, ambigu. Il était vraiment étrange comme personnage et je pense qu'il a vraiment marqué les esprits. Donc c'est pas l'acteur, je sais pas, c'est l'écriture du personnage. Je trouve qu'il est pas assez terrifiant, il est pas assez iconique pour un tueur de slasher, peut-être parce qu'on l'a vu trop rapidement. Mais je me dis aussi que peut-être le fait qu'il ne soit pas si terrifiant que ça, c'est peut-être pour nous montrer que c'est pas lui en fait le véritable méchant de l'histoire, mais que ce serait juste un pion en fait parmi tant d'autres, et que donc le vrai méchant de l'histoire ça serait Margaret. En tout cas dans les commentaires n'hésitez pas à me donner vos avis et vos théories sur ce deuxième épisode, me dire ce que vous pensez de la saison, même si je trouve que c'est assez dur de juger avec seulement 2 épisodes. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. En attendant, vous me retrouvez sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!